sommes le 9 novembre 2021 et aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du handicap. L'occasion pour nous de marquer notre soutien à toutes ces personnes-là qui vivent avec un handicap et surtout les exhorter au travail, les exhorter à ne pas se sentir inférieurs et surtout dire qu'ils peuvent réussir. Ces personnes vivant avec un handicap peuvent réussir et puis bien sûr peuvent aller et doivent aller à l'école. Alors, une pensée spéciale à l'endroit de toutes ces personnes vivant avec un handicap, mais également de leur entourage et à l'endroit aussi de leur famille. Merci de soutenir ces personnes. Bonjour, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. C'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous chaque matin quand il sonne 7h30 pour l'aventure du jour. C'est l'aventure Bonjour le Faso. Aujourd'hui, nous sommes installés tout au long de cette semaine aux côtés donc des sœurs de Lumbila pour vous faire découvrir l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila, justement dans la rubrique à la découverte d'eux. Et pour les informations d'aujourd'hui, nous serons avec Rachid Assad Zongo qui va partager la revue avec nous. Notre invité du jour se fait appeler Prince. À l'état civil, c'est M. Saïbou Kwanda, dit Prince. Il est le président du mouvement alternatif de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie. Avec notre invité, nous allons parler de patriotisme économique, mais nous parlerons aussi d'actualité. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons recevoir Serge Joseph Ouedraogo pour la chronique Un œil sur la société, qui est la chronique de chaque mardi. Avec Youssef, aujourd'hui, nous nous intéressons à l'utilisation du téléphone portable en circulation. Les causes, les risques et puis bien sûr les conséquences. Nous en parlerons avec Youssef qui va s'installer ici sur ce plateau dans la deuxième partie de cette émission. En attendant, c'est parti pour la première rubrique et nous partons à Lumbila. Nous vous parlons de l'histoire de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Un orphelinat qui existe maintenant il y a 26 ans de cela. Alors rappelons que c'est un orphelinat qui accueille et accompagne les orphelins et enfants en détresse de 0 à 18 ans. Et il faut rappeler que justement cet orphelinat a été créé, fondé au Burkina Faso par les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. C'était en 1995. Et pour visiter ce centre d'accueil des enfants en détresse de Lumbila, il faut aller tout simplement à 18 km au nord-est de Ouagadougou sur la route nationale numéro 3. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter le témoignage d'une des sœurs qui va encore revenir sur l'histoire de l'orphelinat et les activités que justement ces sœurs mènent au niveau de l'orphelinat. Il s'agit notamment de sœur Cécile Da. Nous vous invitons à l'écouter au micro de Abdoulaye Kinda. CAIR, c'est le centre d'accueil des enfants en détresse. Ça a vu le jour en 1995. Dans la région de Gulungu. En 1995, mes consoeurs de l'eau vive étaient parties dans les visites des familles. Il y a une qui vient de Gulungu, donc elle était répartie avec les autres consoeurs qui ne sont pas du Burkina pour rendre visite à des personnes et entre autres sa famille. Et dans la famille, elles arrivent, on leur parle d'une petite fille qu'on voudrait donner en mariage, mais le papa lui-même ne veut pas. Après, elles ressortent, il y a d'autres situations. Donc finalement, elles ont décidé d'accompagner cette petite. N'ayant pas de lieu, ce n'est pas en communauté qu'on pouvait amener une petite de quelques années pour l'accompagner. Donc la famille soit là, à Gulungu, qui est la famille de notre consoeur, accepte d'accompagner cet enfant avec le soutien des travailleuses missionnaires. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'accompagner. Ensuite, il y a eu d'autres enfants qui étaient dans des besoins aussi, dans des situations difficiles, entre autres des orphelins dont on a demandé aux travailleuses missionnaires d'accompagner. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a eu des enfants qui sont venus sous la protection des travailleuses missionnaires. Et c'est grâce à la famille Swala qui a accepté en son temps d'accueillir ces enfants. Et progressivement, le nombre a grossi, étant dans une concession familiale, avec toutes les conditions nécessaires qu'il fallait pour un grand nombre d'enfants. Donc ce n'était plus possible de pouvoir garder tous les enfants dans la concession familiale. Et c'est comme ça qu'elles ont été, donc les premières travailleuses missionnaires ont été à la recherche d'un terrain où on pourrait
construire et puis pouvoir accueillir un plus grand nombre. Et elles ont fait les démarches ici à Lumbila. Les propriétaires terriens ont accepté de nous concéder ce terrain qu'on a pu construire. Et on a une dimension de 13 hectares et demi, voilà, qui permet d'avoir toutes les structures possibles, donc le logement des enfants, le réfectoire, l'école, l'infirmerie, la boulangerie et la ferme spiruline qui est aussi une algue cultivée. Vous avez eu déjà l'explication là-dessus pour pouvoir aider à la nutrition des enfants. Bon, la ferme animalière aussi, voilà, pour produire de quoi pour subvenir aux besoins des enfants. Depuis 2001, les choses se mettent progressivement en route. Bon, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire parce que les besoins sont toujours là, malheureusement. Bon, les difficultés, c'est que l'éducation d'un enfant, ce n'est pas une chose simple. Voilà, donc ça, c'est une première difficulté. Un enfant, même si ici, bon, c'est des enfants en détresse, d'autant plus. Voilà, donc c'est encore un plus dans les difficultés. Ils ont besoin de tout, comme tous les autres enfants, l'accès à la santé, à l'éducation et tous les autres loisirs, dans la mesure du possible. Donc, le centre essaie, dans la mesure de ses possibilités aussi, de répondre à ces besoins. Mais heureusement pour nous qu'il y a des amis, il y a des bienfaiteurs qui acceptent aussi de nous aider, de nous appuyer. Il y a des aides ponctuelles ou bien des personnes qui sont régulières aussi. Voilà, tout ça, ça contribue aussi à répondre aux besoins des enfants. Et puis, notre souhait, c'est que ces enfants aussi puissent profiter le maximum possible et pouvoir aussi s'épanouir dans la société. L'orphelinat accueille des poupons, donc les bébés, voilà, jusqu'à au moins 15 ans, donc jusqu'au CM2, 12 ans, 15 ans. D'autres enfants repartent avant. Voilà, ceux qui ont il y a des enfants qui sont placés pour 2 ans. Donc ces enfants-là repartent avant d'atteindre. Bon, ceux qui n'ont pas la possibilité aussi, le centre essaie de les accueillir, de les accompagner jusqu'au certificat au moins. Après, le fonctionnement, il y a la partie administrative, il y a la partie boulangerie que nous avons vue, il y a l'école. Et tout ça, c'est un ensemble. On essaie de se répartir les tâches avec l'aide des tantis pour les bébés, avec l'aide d'autres tantis aussi pour accompagner les plus grands. Parce que même si ils sont un peu plus grands, mais voilà, vous avez des ados dans vos familles, vous savez ce que c'est. Voilà. Et aussi à la boulangerie avec des employés, il y a un peu ces différentes répartitions pour nous aider aussi à gérer cet ensemble. En général, ils sont placés avec l'aide de l'action sociale. Voilà. Et quand un enfant est dans les besoins, en général, les familles appellent soit l'action sociale, soit directement ici. Mais s'ils appellent ici, on les réfère à l'action sociale parce qu'il y a une enquête qui est faite avant de placer un enfant. Donc, les choses se passent de cette façon. Il n'y a pas de période. Ça peut venir, il y a des années par exemple que ça peut venir 2, 4, 5. Il y a d'autres années, c'est moins. Ça varie. Et comme nous ne sommes pas les seuls centres, il y a d'autres centres aussi. Donc ça dépend aussi des zones, voilà, où on se situe. Donc si dans la zone ici, il y a des difficultés, il y a des enfants qui sont en situation difficile et que dans les autres CAED, ils sont déjà en nombre suffisant, ils peuvent se référer, demander notre accompagnement. Elles avaient accompagné jusqu'au collège, au bac, étant dans la maison. Donc de là, ils allaient au collège. Petit à petit, on a vu que la gestion était assez difficile. Et on n'arrivait pas, on a jugé de pouvoir accompagner jusqu'au CM2 et pouvoir les suivre pour ceux qui ont encore des attaches familiales où ils peuvent s'insérer. Et comme ça aussi, ça les fait une insertion dans la société. Et le centre, dans la mesure de ses possibles, continue de les accompagner. Par rapport aux besoins, les besoins sont toujours là. On essaie avec l'appui de nos partenaires, de nos bienfaiteurs, de les accompagner. Maintenant aussi, le retour. Souvent, il y en a qui reviennent par surprise, oui.
Il y a d'autres aussi qui reviennent pendant les vacances pour pouvoir passer un temps, un mois, quelques semaines avec leurs petits frères et sœurs et puis repartir pour la rentrée. Et en ce moment, le centre essaie de procurer pour la scolarité ou bien les fournitures pour qu'ils puissent repartir pour la rentrée. Donc il y a quelques-uns qui passent régulièrement aussi. Bon, nos projets, par exemple, on voudrait bien davantage éclairer la concession que vous voyez, surtout aux alentours où vont les enfants. Parce que bon, c'est vrai, on a un grand terrain, mais aussi il y a pas mal de reptiles. Et ça, c'est un souci. Quand ils sortent, voilà, on est toujours inquiet que quelque chose arrive. Donc, le projet d'éclairer un peu plus notre propriété autour des concessions. On a aussi le projet dans la mesure du possible, de faire le collège pour que ces enfants qui vont la plupart jusqu'au CM2 puissent aussi, dans la mesure du possible, continuer jusqu'au BPC au moins. Voilà. Parce que quand ils quittent ici, après le CM2, pour ceux qui ne repartent pas tout de suite, le centre doit quand même continuer de les soutenir dans la mesure de ses possibilités pour que ces enfants puissent avancer le plus possible dans la scolarisation. Sœur Cécile Da était au micro de Abdoulaye Kinda et qui nous disons merci. Rappelons que Sœur Cécile Da est sœur justement au niveau de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila et nous partons cette semaine à la découverte de cet orphelinat qui a 26 ans maintenant. Pour la suite, nous allons nous informer. Quoi de plus normal que de recevoir à présent Rachida Sadzongo. Ce plateau. Bonjour, Monsieur Zongo. Merci, bonjour Abdieta Nikiema, bonjour à vous qui nous suivez. Alors Rachid, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de l'actualité? On va dire essentiellement, pour ce qui est en tout cas des sujets majeurs, c'est la suite du procès qui a cours et également au niveau de la représentation nationale, hier, ce tête-à-tête entre le ministre en charge de l'économie et des finances et également les acteurs de la représentation nationale pour parler des députés. Du reste, c'est, on va dire, des actualités en lien avec la question sécuritaire, des questions en lien avec le sport, mais également l'actualité internationale. Donc avec ton autorisation, je vais justement parcourir, on va dire, les journaux que nous avons pu recenser ce matin. Alors déjà, pour ce qui est de l'observateur Palga du jour, il est confié un titre, et notamment pour le procès Thomas Sankara. Diendéré à la barre aujourd'hui. Voilà. Diendéré à la barre aujourd'hui. Que révélera la boîte noire? C'est à lire à travers la rubrique Regard du journal L'Observateur Palga. Et puis, Palme ne reconnaît pas la devise de la gendarmerie. Voilà. C'était le titre pour ce qui est du procès Thomas Sankara avec l'Observateur Palga. Et avec le même journal, on poursuit. Présentation du PNDS 2 au Parlement, des députés préconisent un plan Marshall pour la sécurité. C'est-à-dire à la page 8. À la page 6 du même journal, 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité, mise en bouche en attendant le 6 décembre. Les dernières nouvelles du front, Madjouari n'en peut plus. C'est-à-dire à la page 23. Et pour achever avec l'observateur Palga du jour, éliminatoire mondial 2022, première séance des étalons avant d'affronter le MENA. À lire à la page 23. Ensuite, nous poursuivons avec un autre quotidien. Nous sommes cette fois-ci avec le journal Le Pays. Le Pays nous confie, notamment pour ce qui est du procès de l'assassinat de Thomas Sankara, je n'ai pas le sang d'un humain sur les mains. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les propos de Jean-Pierre Palme. Et puis le journal précise, Gilbert Diendéré à la barre aujourd'hui. Des sujets qui peuvent être parcourus à la page 7 du journal Le Pays du jour. À la page 6, lutte contre le terrorisme et réseaux sociaux, attention à ne pas jouer le jeu de l'ennemi. Et puis Catherine Ouedraogo, membre du bureau exécutif national du CDP, confie ceci que je cite pour vous. Le CDP, malgré les soubresauts, vit sur ses racines et sa base et avance. Voilà, propos de Catherine Ouedraogo, membre du bureau exécutif national du CDP. Et puis à l'Assemblée nationale, la pertinence du PNDS en débat, c'est-à-dire à la page 22. Toujours avec le pays, Daouda Simboro
membre du MBF, confie, et je cite pour vous, « Si on ne peut pas opérer SAMU pour devenir tout seul un grand parti politique, il faut aller en fusion ou en alliance. » Le sujet peut être lu à la page 2. Dans sa rubrique « Révélation pour achever », le journal Le Pays nous confie « Conseil constitutionnel, le commissaire Elie Ouédraogo prête serment le 12 novembre prochain. » C'est-à-dire à la page 23 du journal Le Pays du jour. Après, nous poursuivons avec cette fois-ci le quotidien burkinabé d'information générale, d'analyse et de débat, aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso, en grand titre, PNDS 2 2021-2025, explicité à l'hémicycle. 19 030,7 milliards de francs CFA pour sa réalisation, c'est-à-dire à la page 6. À la page 8, procès Thomas Sankara, le chauffeur du général Diendéré se défend. Et puis, situation sécuritaire dans la région de l'Est, où Goulmoufi lance une journée ville morte en signe de protestation. Lutte contre l'insécurité urbaine, un réseau de malfrats mis aux arrêts par la police nationale. Et puis, sécurisation du territoire national, 8 terroristes abattus à Tapoko, Tapoko c'est dans le Oué, de l'armement et des explosifs saisis, c'est-à-dire à la page 11. Et puis aujourd'hui, au Faso traite, on va dire, l'actualité internationale, et d'abord c'est le Bénin, restitution des 26 œuvres. Au Bénin, Patrice Talon sera de la partie. Pandora's Papers, bilan Ouattara, avenir politique. Patrick Hachi expose son mémoire en défense et décline le Dauphinat, c'est-à-dire à la page 5, pour ce qui est du journal aujourd'hui au Faso en titre. Un autre journal, nous sommes cette fois-ci du côté de Boubou du Lasso, où est édité l'Express du Faso. Ce journal a en titre Diebougou, médicaments de la rue, des tueurs silencieux. Et puis dans sa rubrique Autant le dire, l'Express du Faso nous confie, Luc a créé son parti des jeunes vent debout contre Eddy. Semaine du numérique, environ 2000 personnes seront outillées sur le digital. Élection consulaire 2021, quelques favoris dans le Oué. Et puis, sommet des dirigeants mondiaux, on parle sans doute de la COP 26, s'unir dans l'action pour protéger la planète, foyer commun de l'humanité. Et pour achever, procès de l'assassinat de Thomas Sankara, un prisonnier m'a dit qu'ils ont creusé une tombe censée être pour moi. Ce sont les propos de Jean-Pierre Palme lors du procès hier. Peut-être nous poursuivons cette lecture pour ce qui est de la une des journaux avec les sites en ligne. Et le premier site qui nous entretient, c'est www.burkinbia.com. Le site titre « Visite de chantier du 11 décembre 2021 ». Satisfaction avec 60% de réalisation, mais bientôt des pénalités aux retardataires, selon Clément Sawadogo. Et puis, lutte contre l'insécurité urbaine au Burkina, des malfrats mis aux arrêts par la police nationale. Sur l'action nationale, la FBF apporte du sang neuf dans plusieurs staffs techniques. Un autre site, Abzeta, www.lefaso.net. Je sens que ma voix s'enroule. Ça va aller, Rachid. Désolé. Donc, www.lefaso.net. Assassinat de Thomas Sankara et ses compagnons. L'État à la fois civilement responsable et victime. Et puis toujours pour ce qui est du procès Thomas Sankara, Pascal Tondé nie les faits à lui reprocher. En économie, plus de 19 000 milliards de francs CFA pour la réalisation du PNDS 2. En politique, il est confié, les héritiers de Blaise continuent de diviser. Pour achever sécurité, une vingtaine de terroristes neutralisés, de l'armement récupéré et des munitions saisies. C'était ce que nous confie en titre www.lefaso.net. www.info4.net, lui, nous confie Sourou, le service du département de l'environnement de Di a été incendié. Burkina, conflit entre la Chambre de commerce et de l'industrie et Ferdinand Ouédraogo. San Matenga, les VDP, appuyés par les forces de défense et de sécurité, ont repoussé une attaque. Et pour achever le procès Thomas Sankara, Jean-Pierre Palme était à la barre hier. Abdeta, on poursuit toujours pour ce qui est de la lecture, on va dire, de la une des sites en ligne. Nous sommes cette fois-ci, on va dire, hors de nos frontières, hors des frontières du Burkina Faso. Et déjà, on nous apprend qu'au Sénégal, aujourd'hui, démarre une grève de 3 jours des boulangers. Voilà. Donc,
grève de 3 jours des boulangers à compter de ce mardi et pour 3 jours. Au Sénégal. Au Sénégal. C'est bien de préciser. Au Niger, au moins 25 enfants morts dans l'incendie de leur école ou du côté de Maradi. Voilà, une école qui était en paille. Je suppose que c'est une école sous paillotte. Voilà, c'est assez dommage. On apprend qu'en RDC, Ebola sous contrôle après plus d'1 mois grâce à un vaccin et un médicament, ou sinon 2 médicaments. En Ouganda, 5000 réfugiés enregistrés à cause des attaques à l'est de la RDC. En Sierra Leone, les autorités demandent l'aide étrangère pour les hôpitaux du pays. Au Maroc, plusieurs manifestations à travers le pays contre le pass vaccinal. Ça a eu lieu hier. Et pour achever au Mali, le gouvernement regrette les sanctions de la CEDEAO. Abdetta, tu permets d'achever avec, on va dire, 2-3 actualités hors du continent africain. On apprend qu'aux États-Unis, et ça a eu lieu hier, il y a eu la réouverture des frontières à la fois terrestres et aériennes pour les personnes vaccinées. Voilà. Pour les personnes vaccinées après pratiquement une vingtaine de mois de restrictions. Voilà. Donc les frontières sont ouvertes au plan aérien et terrestre aux États-Unis depuis hier. En France, on apprend qu'un policier a été victime d'une attaque au couteau à Cannes. L'auteur a été neutralisé. Pour ce qui est de la COP26, on apprend que Barack Obama a été de la partie et il a appelé justement les partis à faire plus pour sauver la planète. Réseaux sociaux et médias, la lanceuse d'alerte France Hogan, qui a été auditionnée par les eurodéputés, a indiqué que Facebook nuit à l'éducation des enfants et à la démocratie. Voilà. Hier, elle a été justement écoutée par les eurodéputés au niveau de l'Union européenne et c'est ce qu'elle a confié lors justement de son interrogatoire. Et pour achever, on apprend qu'en Belgique, une pénurie de soignants dans les hôpitaux et le taux d'absentéisme constaté est proche de 30%. Voilà. Voilà ce que l'on pouvait lire pour ce qui est de la une des sites en ligne, mais également des journaux que nous avons pu parcourir ce matin. Merci bien. Alors, vous le savez, après bien sûr la lecture des différentes unes, c'est la partie commentaire. 2 sujets nous intéressent aujourd'hui et nous débutons par bien sûr le procès Thomas Sankara. Hier, qu'est-ce qu'on retient de la journée d'hier justement? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Merci Abzeta. Pour ce qui est en tout cas de la journée d'hier, lundi 8 novembre 2021, le procès bien sûr s'est poursuivi et la personne en premier qui a été reçue à la barre, c'était Jean-Pierre Palm, qui avait été interrogé, on va dire, le jeudi dernier. Voilà, après une pause, le procès a repris avec lui hier, avec notamment l'interrogatoire des parties civiles. Alors, déjà, on sait qu'il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État. Et le colonel-major à la retraite Jean-Pierre Palm, c'est vrai, a été écouté hier par les parties civiles. Je vais juste revenir sur quelques points qui ont fait l'objet, on va dire, de l'interrogatoire. Déjà, il faut savoir qu'il a plaidé non coupable. Voilà, il a plaidé non coupable. Et il avait indiqué également, lors des faits, avoir passé la nuit dans la famille Barry le jour des événements de 1987. Et au cours justement de son interrogatoire, les parties civiles sont revenus sur les fonctions qu'il assurait lors justement des faits. Et il était directeur, je précise, directeur général de la sûreté au mois de faits. Et il précise que, et c'est lui-même qui le confie, qu'il avait pour mission en son temps, voilà, d'assurer la sécurité intérieure et également la police judiciaire. Il a répondu également aux avocats de la partie civile qu'il était le commandant de la gendarmerie, mais il agissait sous les ordres du commandant en chef. Voilà. Et là-dessus, c'est pratiquement, on va dire, ce qui a fait, de façon résumée, l'objet de son interrogatoire, à la fois son implication pour ce qui est des événements du 15 octobre 1987, mais également le lien avec les fonctions qu'il assumait. Pour lui, en tout cas, un des journaux l'a titré, je pense que c'est l'Observateur, par exemple, si je ne me trompe pas, voilà, qui a confié que Jean-Pierre Palm dit ne pas avoir
en tout cas le sang d'un être humain sur ses mains. Donc il confie qu'il n'a pas fait partie, en tout cas pour ce qui est des événements du 15 octobre 1987. En attendant de voir ce que les juges du tribunal militaire vont confier. Pour le second accusé, ce fut, on va dire, le soldat de première classe Pascal Tondé, qu'on l'appelle également alias Marnaba. Voilà. Il avait été écouté, on va dire, dans un premier temps, comme témoin dans le dossier. Il s'est vu par la suite inculpé pour subornation de témoins. Alors, à la barre, on va dire que Tondé a reconnu avoir reproché, du moins approché Zotenga Abdraman, voilà, pour lui conseiller de dire devant le juge qu'il n'était pas au niveau du conseil de l'entente le 15 octobre 1987. Et il affirme que c'est le général Gilbert Diendéré qui lui avait recommandé cela, qui lui avait fait justement cette recommandation. Et là-dessus, le parquet, après l'avoir écouté, a estimé pratiquement qu'il était en porte-à-faux avec ses déclarations, pour dire que ces déclarations étaient véritablement contradictoires, pour ce qui est de l'accusé Tondé. Et toujours pour ce qui est de son cas, il a également affirmé à la barre avoir vu les sieurs Hyacinthe Kafando, Azuma Ouedraogo Di Otis, Nabié Soni, tiré le 15 octobre. Il a affirmé cela. Maintenant, à la question de savoir sur qui ces personnes-là tiraient, il a dit qu'il n'en savait rien. Voilà. Il a vu tirer, mais il ne sait pas sur qui ces personnes-là ont tiré. Donc, là-dessus, ce que véritablement on va dire, les juges ont fait, c'est de considérer, comme je l'ai dit, que ces déclarations sont véritablement contradictoires. Et en attendant de voir ce qu'il en sera pour en tout cas ces éléments d'information donnés. On ne peut pas commenter tout. On sait que pour cette matinée, en principe, l'audience doit démarrer avec notamment l'interrogatoire de Gilbert Diendéré, voilà, qui est accusé pratiquement, je pense qu'il y a 4 chefs d'accusation qui pèsent contre lui, notamment l'atteinte à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat, recel de cadavres et sans doute subordination de témoins. On attendra en tout cas de voir avec nos reporters qui sont du côté de la salle des banquets de Ouaga 2000 ce qu'il en sera. C'est vrai que beaucoup, on va dire, espèrent de ce que pourra dire, on va dire, le général Gilbert Diendéré. On espère en tout cas que ce qui sera confié va aider à ce que le procès prospère, pour qu'on en arrive en tout cas, comme tout le monde le souhaite, la vérité. Deuxième actualité, on s'intéresse au PNDS 2 qui a été discuté hier à la représentation nationale. C'est bien cela, Abzeta. Le gouvernement, à travers le ministre de l'économie et des finances, également du développement, a présenté, on va dire, devant la représentation nationale, sous la présidence du vice-président Nestor Bassière, hier, à Ouagadougou, le nouveau plan national de développement économique et social valable pour 2021-2025. L'objectif, on va dire, de cet exercice-là, c'était de recueillir les avis et puis les suggestions des élus afin de parfaire le document pour une mise en œuvre réussie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pratiquement plus de 19 000 milliards de francs CFA qu'il faille mobiliser pour le PNDS 2. Le PNDS 1 était à combien? 18 000 milliards. Voilà. Donc, on se retrouve pratiquement avec un peu plus que le PNDS 1, avec notamment de nouveaux défis. Ce qui est ressorti et que l'on peut noter en termes de points. Déjà, il faut savoir que le PNDS 2 est assis sur 4 axes. Le premier axe est lié à l'approfondissement des réformes institutionnelles et la modernisation de l'administration. Voilà. Le deuxième axe parle de la consolidation du développement du capital humain et de la solidarité nationale. Et la dynamisation du secteur porteur pour l'économie et les emplois porte sur, on va dire, l'axe 4. Alors, pour ce qui est de l'axe 1, sur lequel justement je vais m'appesantir, quand on écoute en tout cas le ministre en charge des Finances, Lassane Kaboré, on se dit, et on espère que c'est bien cela, que l'accent est mis en particulier sur la résilience de la population et des communautés face
à la radicalisation et à l'extrémisme violent qui accourt aujourd'hui et qui prend du terrain. Voilà. Concrètement, comment est-ce que cela sera, on va dire, extrapolé ou du moins va être concrètement réalisé? On attendra en tout cas de voir. Toujours est-il que pour les ressources qu'il faudra nécessairement mettre à contribution pour l'atteinte de ces objectifs-là, c'est sûr que on va battre des mains et des pieds quand on connaît la crise dans laquelle on se retrouve à la fois au Burkina Faso, sur le plan africain, mais également mondial. Je ne sais pas si on pourra encore organiser une séance du côté de la France, du côté de Paris, mais bon, qu'à cela ne tienne, il ne faudra pas oublier qu'il faille nécessairement qu'avant tout on compte sur nous-mêmes et que on fasse preuve véritablement de diligence pour ce qui est en tout cas des priorités alliées avec la sécurité. Parce que sans sécurité, on ne peut pas avancer. Déjà, il faut préciser que les ressources propres s'élèvent à pratiquement 63% du budget. Et pour ce qui est des ressources extérieures, 9% si je ne m'abuse. Et là-dessus, véritablement, comme je dis, on espère que pour la mobilisation du budget PNDS 2, on ne va pas se retrouver pratiquement dans le même scénario que le PNDS 1, avec beaucoup de difficultés et surtout peu de communication pour nous dire véritablement ce qu'il en a été. Mais quoi qu'il en soit, c'est un budget et qui s'étend pratiquement sur 4-5 ans. Et on espère que cela pourra se faire pour, bien sûr, atteindre le développement que l'on souhaite. On attend en tout cas de voir ce qu'il en sera du côté du gouvernement. Ça veut dire qu'on va devoir encore s'endetter, tout simplement. C'est cela. On attend en tout cas de voir. Pour le moment, ce serait hasardeux de faire des commentaires tant qu'on ne voit pas les démarches entreprises par le gouvernement. Et on attend donc de voir ce qu'il en sera afin justement de donner notre mot. Merci bien, Rachid. Merci Adzeta. Le temps est terminé. Et bonne suite en compagnie de tes téléspectateurs. Merci. Alors, nous allons te raccompagner avec la météo du jour et vous le savez, notre météo s'intéresse à quelques villes d'affaires qui sont fréquentées par beaucoup d'hommes d'affaires burkinabés. Donc, on va faire le tour de ces villes d'affaires à travers la météo du jour. Et pour la suite de cette émission, nous allons passer à la rubrique Invité du jour. Notre invité du jour est plus connu sous le nom de Prince. À l'état civil, c'est Sayibou Kwanda, donc, mais plus connu sous le nom de Prince. Rappelons qu'il est le président du mouvement alternatif de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie. Prince, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, votre matinée. Ça va bien. Alors, Prince, vous êtes dans le domaine du commerce, plus particulièrement donc de la librairie. Aujourd'hui, il y a des élections à la Chambre de commerce, notamment le dimanche 14 novembre prochain. Est-ce que vous suivez ce qui se passe là-bas? En tout cas, bon, je suis vraiment ce qui se passe là-bas. Parce que je peux dire que Prince est un des sentinelles du commerce au Burkina. Donc, je ne peux pas être en marge de ce qui se passe. Voilà. Donc, vraiment, je suis vraiment ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous pensez que le processus électoral est transparent? Bon, en tout cas, à mon humble avis, vraiment, cette année-là, le processus est transparent. Voilà. Si moi, Prince, je peux dire à la face du monde que c'est quelque chose qui est transparent, c'est que c'est transparent. C'est que vous avez les preuves que c'est transparent. Oui, en tout cas, le processus électoral est transparent. Ouais. Alors, et si l'actuel président Mahamadi Sawadroudi Kadhafi, justement, veut rebeloter, est-ce que c'est une bonne chose? Pour moi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que depuis 2016, quand il est venu, il a mis des processus en place qui seront payants dans l'avenir. Mais comme nous sommes dans le monde du commerce, au Burkina, les commerçants veulent avoir rapidement. Et pourtant, il faut faire une bonne fondation. Oui, dans le secteur économique, il faut une bonne base, une bonne fondation. Et moi, je pense que les fondations qu'il est en train de mettre depuis son arrivée, les gens ne voient pas, mais il faut s'approcher pour voir. Voilà. Et comme nous sommes un acteur majeur là, comme on suit de près, on sait qu'il y a des bonnes fondations qui sont en train d'être posées par le président Kadhafi. Je ne suis pas là pour faire sa campagne, mais je sais ce qui est bon. Voilà.
Alors, Prince, pendant ce temps, il y a une rude concurrence dans le domaine du transfert d'argent ou mobile money au Burkina Faso depuis notamment que la société 5P est là. Qu'est-ce que justement vous pensez de cette concurrence? Moi, je pense que cette concurrence-là est vraiment déloyale de la part des grandes multinationales qui sont là ramasser nos jetons, aller chez eux construire. Est-ce que parmi tous les grands multinationales qui sont là, les grands opérateurs, qui a réalisé quelque chose pour le Burkina? Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. On ne va pas un édifice où on dit non, c'est eux là qui ont réalisé ça. Et moi je pense que le dernier revient au président du Faso et son gouvernement. Ces jeunes qui ont créé ça, qui doit être une fierté pour le Burkina. Parce que nous, à Alternative, on a créé Alternative. Parce qu'on a vu qu'après 60 ans de dite indépendance du Burkina, nos politiques économiques sont planifiées à partir de l'extérieur ou des acteurs qui ne sont pas du domaine. Et nous, on s'est dit, 60 ans, qu'est-ce que nous, les acteurs du commerce, des acteurs du privé, qu'est-ce que nous pouvons envoyer, proposer pour des solutions dans le domaine du commerce? C'est pour ça que nous avons créé Alternative devers des acteurs économiques pour vraiment envoyer d'autres propositions que les politiques ne voient pas. Voilà, et moi en tout cas, nous à Alternative, nous allons demander à tous les Burkinabés de soutenir ces jeunes-là. Parce que quand on voit Facebook, tout ça, ce sont des gens qui ont créé comme ça, ce sont des jeunes étudiants qui sont sortis avec des talents, ils ont créé, ils ont rêvé. Et les Burkinabés, je demande à tous les Burkinabés de rêver. Il faut rêver avec ces jeunes-là, il faut les appuyer, il faut les protéger. Parce que je sais qu'ils vont tenter de les nuire. Les grands vont tenter de les avaler. Et c'est que nous devons protéger ces jeunes-là. Moi, je demande à tous les Burkinabés de soutenir ces jeunes. Les Burkinabés, oui, mais est-ce qu'au niveau aussi de l'autorité, du gouvernement, c'est tout l'autorité. Parce qu'il faut la préférence commerciale, il faut la préférence nationale. Si notre argent, si nos produits intérieurs bruts peuvent être contrôlés de l'extérieur et maîtrisés de l'extérieur, et maintenant des jeunes qui viennent, qui sont la fierté de notre pays, moi je pense que la projet même doit venir des premières autorités de ce pays-là. Ils doivent protéger ces jeunes-là. Tous les ordinateurs, tous les systèmes doivent être protégés. Parce que c'est ce qu'ils vont tenter de les pirater. Parce qu'on voit les grandes maisons qui sont en train de recruter des millions et ils étaient où? Et on va dire que l'autre avantage aussi, c'est que les tarifs des transferts ont diminué ces derniers jours. Voilà, c'est ça, nous on a demandé le libéralisme économique, un partenariat gagnant-gagnant. Il faut que le Burkina gagne. Le dernier gagnant doit être le Burkina entier, dans tous ses comportements. Voilà. Donc quand les jeunes sont venus à l'état qui est, c'est nous les gagnants, c'est tout le monde qui gagne. Donc on doit protéger ces jeunes. Et depuis quelques mois, les consommateurs burkinabés se plaignent de la vie chère, pendant que les commerçants se plaignent de la fermeture des frontières. Ça, c'est une réalité aussi. Qu'est-ce que votre mouvement Alternative de veille citoyenne a fait pour justement soulager les Burkinabés? On avait vu qu'avec le Covid, la fermeture des frontières, et je peux dire que c'est une nouvelle colonisation économique qui est venue après 60 ans. Parce que l'Occident a vu que l'Afrique, qui est la matrice du monde, a les matières premières. L'Afrique est en train de s'émerger. Les jeunes Africains innovent. Quoi faire? Il faut avoir le Covid. Il faut pouvoir nous contrôler économiquement encore. Voilà. Donc, ils ont formé les frontières. Ils ont ouvert les frontières maritimes et aériennes. Et nos frontières terrestres sont fermées. Comment nous allons faire? Et moi, je pense que c'est vraiment le moment est venu même au chef d'État africain de voir pour trouver une alternative pour ouvrir ces frontières-là. Voilà. Voilà. Moi, c'est une recolonisation économique. Qui est venu avec la fermeture des frontières là. Donc Alternative va dénoncer ça et demande la réouverture des frontières avec les mesures sanitaires qui s'imposent. Voilà. Parce que le constat, ce qui nous revient aussi, c'est que ces temps-ci, c'est vrai que officiellement les frontières terrestres restent fermées, mais il y a quand même des fraudes au niveau des frontières parce que des gens sortent et rentrent et c'est au profit de mauvaises personnes. C'est organisé, des gars qui sont, donc je ne sais pas, c'est à la face de la télé, c'est qu'il y a des gens qui ont profité des situations pour s'enrichir. Et donc moi je pense que ça arrange un clan. La fermeture des frontières, c'est un système qui est mis en place pour que les gens profitent. Maintenant, qui perd? C'est l'État qui perd. Voilà. Et moi, je pense que ici, il y a complicité par tous les échelons. Donc, il faut songer vraiment à ouvrir les frontières pour que la population puisse vraiment s'en sortir, quoi, sans quoi vraiment
Nous partons vers le Togo. Et cette ouverture des frontières va soulager, selon vous, la vie chère que les Burkinabés vivent aujourd'hui? La vie chère, je vous dis que tout ça, c'est un système. La vie chère, on peut vraiment lutter contre la vie chère au Burkina Faso. Et moi, je pense qu'Alternative a des projets, des idées pour vraiment rendre la vie moins chère. Parce que nous sommes un pays enclavé, nous n'avons pas un accès maritime. Donc, nous devons mettre un système commercial en place qui permet à des gens qui peuvent vraiment tourner à travers le monde pour chercher ce qui nous manque de la vente avec des prix compétitifs. Comme ça va soulager la population. Voilà. Au sein de votre mouvement, oui. Donc le mouvement alternatif de veille citoyenne, vous parlez beaucoup de patriotisme économique. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ce patriotisme économique soit une réalité? Ce que nous pouvons faire d'abord, ce que nous sommes en train de faire, c'est l'éveil des consciences. Si vous lisez bien notre dénomination alternative de veille, ça veut dire que nous sommes là comme des éclaireurs pour vraiment sensibiliser, éclairer le peuple à être fiers de ce que nous sommes d'abord. Compter sur nous avant de compter sur quelqu'un. Voilà, c'est ça même nous sommes en campagne de sensibilisation et de veille. À tous les échelons de notre société, nous avons vraiment un mot à dire. Parce que le Burkina, là, nous sommes un pays seul. Avec ce que nous vivons actuellement là, il faut que les Burkinabés se serrent la ceinture pour être solidaires entre eux. Et s'aimer. Les Burkinabés, ils ne connaissent pas leur force. Et moi, je ne me vante pas. Il faut être fier de sa personne. Moi, je suis devant la télé comme ça. Peut-être même, c'est un rêve. Si on me dit que non, par exemple, des gens comme Prince peuvent venir à travers le monde parler comme ça, c'est un rêve. Voilà. Et tout ce que l'homme rêve doit être vraiment réalisable. Et moi, je pense que notre développement, là, ça doit venir de nous-mêmes. Moi, ma philosophie, ma vie personnelle même, je n'ai jamais attendu de quelqu'un. Non. Et je sais que je peux créer, je peux innover. Mais comme nous sommes dans un état, il faut un accompagnement. Voilà. Au Burkina, il faut que nous soyons fiers de nous-mêmes. Le Burkinabé n'aime pas son prochain. Il ne voit pas ce que son projet fait de bien. Il va aller voir ailleurs. Alors que nous avons tout ici, presque tout. Et comment justement à l'échelle individuelle, chaque Burkinabé peut contribuer à ce patriotisme économique? Non, en fait, c'est un travail de communication, de sensibilisation. Voilà, parce que un peuple qui s'endort, c'est un peuple vraiment qui est voué à l'échec. Et nous sommes là pour vraiment aider à réveiller la conscience nationale. Voilà. Alors, est-ce que quand on parle de patriotisme économique, c'est déjà commencer à acheter ce qui vient de chez nous? Produire chez nous, oui. Consommons chez nous, acheter ce que nous produisons. D'abord, Sankara nous avons dit, produisons et consommons burkinabé. Et la plupart des philosophies alternatives viennent des athées mondialistes, des panafricanistes, nos devanciers, et qui ont cru, qui ont pensé que l'Afrique est possible pour l'Afrique d'avancer. Et si les Africains étaient conscients, je ne peux pas dire que c'est pas une insulte, si les Africains pensaient comme la plupart de nous, membres alternatifs là, surtout au Burkina ici là, dans 10 à 20 ans, nous allons voir que notre pays là va vraiment changer. Parce que pour vous, ça commence au niveau même de l'échelle individuelle. Oui. Si en partant pour acheter, je préfère acheter le samsa donc de la maman que autre chose que les chocolats. Et puis dans notre ici, il y a des gens qui sont quittés ailleurs, ils sont là actuellement. Ce qu'ils font, c'est ramasser ici pour aller construire leur pays. Et nous préférons aller là-bas. Le petit Burkinabé qui a sa petite boutique là, on va le laisser. Au lieu de payer petit un peu, il va bouger, il va monter. On préfère aller chez les grands qui viennent d'ailleurs. Est-ce que ça, consciencieusement, quand nous faisons ça, est-ce que c'est normal? Tu laisses ton petit frère qui a faim, tu as donné quelqu'un, un étranger à manger. Est-ce que c'est bon? Il faut commencer à préparer chez soi-même d'abord. L'insécurité et la pandémie du Covid-19 ont condamné vraiment beaucoup de commerçants, on va le dire, à la faillite. Plus rien ne marche aujourd'hui. Le gouvernement a fait des promesses aux commerçants, mais ils n'ont pas eu l'argent. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous proposez vraiment pour sortir de cette situation? Insécurité, Covid-19. Bon, l'insécurité, la sécurité doit venir de tous les Burkinabés. Parce que tous les Burkinabés doivent se réveiller. Quand ils dorment la nuit, ils doivent penser qu'est-ce que je peux faire pour vraiment que notre pays, nous sommes 22 millions. Et ce que nous faisons face là, je peux dire que je ne connais pas leur nombre exact. Je sais que ça ne vaut pas 1 millionième. Donc ça veut dire que notre sécurité même est possible s'il y a une bonne stratégie, une bonne organisation même de notre société.
Le Burkinabé, bon, vous voyez maintenant ce qui se passe dans notre pays là. Il y a des gens même qui ignorent même que notre pays est même en danger. Ils continuent chaque fois de parler. Mais quand on parle là, il faut agir. Quand on critique là, il faut donner des solutions. Et Alternative est là pour donner des solutions. Nous sommes des patriotes, on n'a pas un autre pays pour aller. C'est ici. C'est ici notre pays, on n'a pas deux pays, c'est notre pays seulement. Donc, Alternative est venue vraiment avec des solutions alternatives pour vraiment aider. Mais la conscience populaire doit savoir que nous-mêmes, nous devons défendre nos cases, nos maisons, mais à l'autorité aussi, vraiment, d'encadrer et donner les moyens. Parce que nous sommes actuellement partout. Hein. On a beaucoup de représentants partout. Et les nouvelles, ça vient. Mais je pense que s'il y a vraiment une bonne organisation avec un bon appui du gouvernement, vraiment on peut aider vraiment à défendre la population. Parce que vous voyez, si notre commerce est mort, c'est parce qu'il y a un grand effort qui est fait. C'est encore le Burkina là. Là, on n'a pas de main, les frontières sont fermées. Il y a du terrorisme, il y a pandémie de Covid. Mais ça veut dire qu'on est mort. Malgré ça, on continue à vivre. C'est qu'il y a une force qui nous anime dans tous les Burkinabés. Utilisons cette force pour combattre ceux qui sont venus pour prendre notre pays. Les gens ne savent pas que c'est pour recoloniser la sous-région. Hein. Les gens ne savent pas. Nous, Alternative, on a fait la santé, on a trouvé, c'est une recolonisation. Et quand tu dis que tu n'es pas d'accord, un chef d'État, un président, il vient, il n'est pas d'accord avec le système qui est mis depuis 60 ans. Non, soit on t'assassine comme Sankara, et soit on décrète des problèmes que tu ne peux même pas mettre ton programme. Mais le peuple ne voit pas. Et ceux qui doivent venir... Vous pensez que c'est le cas aujourd'hui pour le président Roch Kaboré? Moi, je pense que c'est vraiment... Depuis qu'il est venu... On essaie de mettre des bâtons dans ses roues. On essaie de l'empêcher de travailler. Moi, je ne suis pas politicien. Je n'ai aucun parti, mais mon parti, c'est le Burkina Faso. Et le Burkina Faso a un président que nous avons élu. Premièrement, vous revenez, on a perdu les grands acquis de la révolution de 83 avec l'ascension du président. Nous sommes en train de perdre les acquis de l'insurrection de 2014. Ce qui se passe là, les gens ne voient pas clair. Et ceux qui doivent donner le message ne donnent pas. C'est ça que j'interpelle encore le président. Il faut qu'il mette une communication populaire maintenant pour que le peuple sache ce qui se passe. Parce que tout le monde n'a pas la chance de voir, d'analyser. Oui, tous les gens n'ont pas la chance d'analyser comme nous. Mais notre rôle de veille là, c'est pour dire la vérité, c'est ça. Prenons garde. Est-ce qu'aujourd'hui, les populations ont confiance aux autorités et à l'armée? Ils n'ont pas confiance. Mais c'est quelque chose qui est mis en place pour diviser la population avec les dirigeants. On a vu en Côte d'Ivoire en 2000, en 2002 jusqu'à 2000. Mais quand Gbagbo est venu, on a dit de ne pas travailler. Jusqu'à ce qui s'est passé, qu'il soit déporté à la CPI, parce qu'il avait dit non. Ici aussi, bon... On dit avec le système qui est mis en place qu'on n'est pas d'accord. On a fait une insurrection, on a un président élu. Et même pas quand il a prêté serment, les bombardements comment. Et jusqu'à présent, le peuple ne se demande pas pourquoi on nous fait ça. Comment devons-nous faire pour nous en sortir? C'est ça, Alternative. Nous sommes des commerçants, des hommes d'affaires. On est partout, ici, dans tous les zones du Burkina, on est des représentants à l'extérieur avec la diaspora. Mais il faut être consciencieux pour voir pourquoi on nous fait ça. Pourquoi on nous fait ça depuis que nous avons mis notre démocratie en place après 1966, qu'un civil est venu au pouvoir? Moi, je ne suis pas là pour jeter l'affaire au président, mais je veux que les Burkinabés se demandent pourquoi on nous fait ça. Pourquoi nous sommes attaqués? Et pour vous, la solution doit venir des Burkinabés? Mais il faut qu'on permette à ceux qui se fuient de pouvoir se protéger. Quelqu'un vient avec une machette et vient te trouver que tu as un mois d'avance, tu vas faire ça. Mais à tous les Burkinabés maintenant de se réveiller pour sonner le glas du réveil patriotique, il faut vraiment que les Burkinabés chassent que nous courons vers notre perte. Et si nous ne mettons pas la politique politicienne de côté pour voir l'intérêt, ce qui nous unit, qui est plus important que ce qui nous sépare, le Burkina Faso là. Demain, là, nos enfants seront quoi? Hier, j'ai dit quelque chose à un jour, j'ai dit non, moi je peux partir, je peux quitter le Burkina, aller aux États-Unis, partout, je peux. Actuellement, je peux. Mais tout le monde n'a pas ça. Ce que j'ai ici comme parent, tout ce que j'ai construit ma vie ici, est-ce que je vais accepter de partir? Les gens qui sont aux abords de Ouagadougou, déplacés internes, est-ce que nous pensons que. Est-ce que nous avons la conscience que nous devons être solidaires de ces gars pour qu'ensemble on se lève pour faire? Un commerçant, si le pays n'est pas en paix, je ne peux pas vendre mes papiers. C'est ça. Ce sont les moyens de notre vie même. C'est notre vie même qui est
notre mode de vie, notre vie qui est en jeu, mais les Burkinabés n'analysent pas. Et le rôle, vraiment, je remercie vous, les médias qui référent des gens comme nous, mais à l'autorité vraiment, de vraiment sonner le tambour. Parce que on va aller où? Donc pour vous, l'autorité doit communiquer, et puis préparer, donner les moyens, et la population aussi doit contribuer à ce qu'on puisse vraiment nous défendre, pour défendre ce qui est important pour notre vie. C'est notre terre que nous, on va laisser à nos enfants, parce que ce sont des gens qui ont laissé cette terre-là. On veut nous arracher de force, les gens ne savent pas. Et pour la coopération militaire, est-ce que le Burkina doit continuer ou arrêter avec la France? Bon, vous voyez, j'ai dit avant, c'est un système qui a mis en France depuis les années 60. C'est un héritage. Et maintenant, un président, quand il vient, il veut y voir ça, on lui crée des problèmes. Mais le pouvoir doit permettre à la population de pouvoir promettre le pouvoir. Quand tu as le peuple derrière toi, comme Barbo en 2004 plutôt, 2012 et 2004, on peut rien le faire. Vous voyez? Donc maintenant, le peuple doit être soudé derrière. Mais quand vous avez un président, on crée tout pour le salir, pour qu'il ne puisse pas faire guerre. Et vous aussi, qui n'analysez pas, voilà, c'est le président. Est-ce que le président, il est seul pour travailler? Il est entouré. C'est ça que je l'interpelle encore aussi, de mettre ceux qui l'entourent là, des gens qui ont des idées pour vraiment l'accompagner pour ce qu'il puisse réaliser. Quand quelqu'un qui est seul, tu ne peux rien faire. Moi, je vois que notre président, il est seul. Moi, mon analyse personnelle, c'est pas au nom du mouvement, mais moi, mon analyse personnelle, là, c'est si vous avez un président, il faut le soutenir. Dans quelques temps, quand son mandat finit, vous préparez. Mais si nous perdons ça, en 2025, on n'aura pas la démocratie. Notre démocratie que nous, on a obtenue de haute lutte par l'insurrection, là, elle est morte. Et les gens ne voient pas ça. Prince, qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Si aujourd'hui, les autorités décident de ne pas collaborer, de ne plus collaborer avec la France, que les populations puissent s'accompagner? Il faut que les autorités cherchent l'appui populaire pour pouvoir renégocier les accords. Il faut savoir que les accords qui sont signés, vous savez que nous ne sommes pas indépendants. Hein. Nous sommes sous dominion. Hein. Quand on était resté sur les dom-tom comme la Martinique, la Guadeloupe, quand on a dit l'Union française en 58, la loi de fer là, si nous on était restés là-bas, même peut-être on aurait une bonne condition de vie que les Français. Il faut aller dans les dom-tom. Moi, je vois dans les dom-tom, je vois les Martiniquais ils vivent comme les Français. Mais nous, on a dit que nous sommes indépendants. De Gaulle a vu qu'il faut vraiment donner, avec le problème algérien, il était obligé de donner aux indépendances. Maintenant, on nous a donné à gauche, on prend à droite. C'est pas une indépendance. Sankara est venu, il a dit qu'il n'est pas d'accord, on l'a tué. Babo est venu, il a dit qu'il n'est pas d'accord, on l'a mis des problèmes. Peut-être qu'un rock est venu, peut-être il y a des choses qu'il peut pas dire, qu'il n'a pas encore dit à la population. Notre problème là, elle n'est pas fortuite, c'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Et maintenant, le peuple doit être situé pour pouvoir défendre. Parce que quand vous avez un président que vous 60 ans, 1966 à 2015, il faut que les gens voient. Moi, je parle à mon titre privé, mais il faut que l'alternative que nous avons créée là, on veut réveiller les esprits. Les gens ne voient pas. Prince, lutter aussi contre le terrorisme passe aussi par le développement du pays, notamment le Burkina Faso. Comment les Burkinabés peuvent s'organiser ou doivent s'organiser pour développer le pays? Le terrorisme est là pour empêcher notre développement. C'est à nous maintenant de nous organiser pour pouvoir défendre notre acquis. Pour pouvoir se développer. Parce que tant qu'on n'a pas la sécurité, la paix, on ne peut pas développer. Et si après, vous voyez tout ce qui se passe depuis, c'est comme je dis, ce sont les politiciens même qui doivent jouer le rôle maintenant. Les politiciens ne doivent plus avoir un rôle de blaguer la population avec les 2000 pour qu'on les vote. Les politiciens doivent dire la vérité au peuple maintenant, pour que le peuple soit derrière et pour pouvoir les défendre. Mais on nous empêche de nous développer. Nous aussi, on doit s'organiser pour pouvoir nous défendre, pour mettre les conditions d'un développement possible. Sans quoi, c'est impossible. Il faut forcer le développement. Il faut forcer le développement. Parce qu'il faut que nous se réveillons. Oui. Sans quoi, il n'y a pas d'alternative. Alors, vous organisez une conférence de presse ce matin, c'est-à-dire tout à l'heure à 10h. Dites-nous quel sera le message fort que vous allez passer lors de cette conférence. Parce que le message que nous allons faire, c'est ce que je suis en train de dire, je peux dire que c'est un discours que je suis en train de vous donner, mais le message que nous allons, c'est un réveil patriotique de la République, parce que nous sommes un pays, nous sommes une république que les gens ne veulent pas. Il y a des Burkinabés qui ne savent pas que nous sommes dans un pays, dans une république. Les gens ne savent pas. Sans quoi, un Burkinabé va prendre une arme pour tuer un Burkinabé.
La République est en danger, le pays est en danger. Il faut que les gens sachent ça. Voilà. L'héritage de nos ancêtres là, on est en train de le perdre. Et nous là, nous à l'heure où nous sommes, à l'âge que nous sommes arrivés là, on doit être des réveils de conscience pour montrer à nos frères, peut-être à nos grands frères, c'est comme ça, comme ça. Personne ne joue son rôle au Burkina. Les gens ne jouent pas les rôles. Ce qui arrive actuellement là, c'est pas à nous de venir parler. Il y a des gens qui sont non ministres de la communication, ministres des Affaires étrangères, depuis 6 ans. Qu'est-ce qui nous arrive là? Quel pays est venu dire non, Burkina, on vous envoie combien de soldats, on vous envoie combien de... Qui? Mais ça doit nous interpeller. Nous sommes seuls face à notre destin. Le Burkina est seul, les Burkinabés sont seuls à leur destin. Donc mettez ce qui nous préjugés et religieux tout de côté, et puis maintenant foncer à l'essentiel. Comment garder ce que nous avons et comment protéger ce que nous avons? C'est le message que nous voulons porter aujourd'hui. Donc ça sera sur la situation nationale, vous allez parler de l'insécurité. On va parler de tout, on va parler du réveil patriotique. Il faut ça. Le Burkina, Sankara, on appelle le pays des hommes intègres. Est-ce que les Burkinabés sont intègres aujourd'hui? C'est ça. Notre intégrité là, c'est pouvoir nous défendre d'abord. Il ne faut pas avoir un ennemi pour composer avec lui parce que tu veux l'argent rapidement. Tu vas vendre ton pays. Quand tu vends ton pays, c'est comme tu vends ta mère et ta femme. Ouais. Et nous, Alternative, nous dénonçons ça. Nous ne sommes pas d'accord. Merci. Notre temps d'entretien est terminé, Prince. Merci d'être patient. Vous permet un mot de fin quand même. Bon, mon mot de fin, c'est pour dire merci à Savane TV et dire merci à nos frères d'ici et d'ailleurs et dire encore au Burkinabé que tout est possible. Hein. Sankara dit que tout ce qui est imaginable par l'homme est réalisé par l'homme. Et je vous dis, je vais citer une citation d'un des grands panafricanistes, le professeur Kizerbo. Kizerbo a dit de compter. Il faut être fier de toi avant de compter sur quelqu'un. Ça arrive au Burkina, il n'y a pas Barkhane, il y a CEDEAO, IMO. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est à nous maintenant d'être nous-mêmes pour pouvoir faire face à tout ce qui arrive à notre pays. Ça, je suis sûr, même si c'est après nous, c'est possible que nous allons nous libérer. Notre pays est capable, nous allons nous libérer. Les Burkinabés, on le connaît. Une fois qu'ils se réveillent là, non, il ne faut pas s'amuser avec nous. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis à 100%. Merci bien. Nous recevions sur ce plateau M. Saïbou Kwanda, dit Prince. Rappelons qu'il est le président du mouvement alternatif de veille citoyenne des acteurs économiques pour le développement de la patrie. C'est une organisation de la société civile qui organise d'ailleurs une conférence de presse ce matin même à 10h. Alors, c'est fini pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous allons vous proposer de suivre un élément concernant donc l'ouverture de la foire du Philep. C'est une ouverture donc qui est intervenue hier et nous vous invitons à suivre cette cérémonie d'ouverture. Rappelons que ça se passe au FESPACO, la foire du Philep, et ça se passe du 6 au 13 novembre au FESPACO. Suivons donc une petite partie quand même de l'ouverture de la foire du Philep et puis suivi de quelques visites aussi de stand. Nous sommes présentement sur le site du FESPACO et nous sommes en direct. Et il s'agit bien sûr de cette 9e édition du Philep. Le Philep qui est donc le Festival international de la liberté de presse et d'expression. Nous assistons à l'arrivée du vice-président du Conseil supérieur de la communication à la personne de M. Abdoulaziz Bamogo, suivi d'une délégation. Il y a également le PDG du groupe Savane Média à la personne de Zida Aboubakar Dissidnaba, le directeur général de Savane Média également présent. Il s'agit bien sûr de M. Chalmaï Abissi et nous assistons présentement à la coupure du ruban. Et je ne suis pas seule, je suis en compagnie de mon confrère Morephone. Il s'agit bien sûr de Bouba Ouedraougo. Savane TV Jatba, tout nos catholiques qui sont en Touchoya, Yeletor Saba, Aïben Saba, son motivé président. Monsieur Abdoulaziz Bamogo, les passé, Sama Sabalo, Zida Zinaba, Ren Bamba, le partenaire média, directeur général, monsieur Abis Charlemagne, Tibna, Ankemata, Toumna, Asana, Yataba, Titaure, Tuluna, to consult Tumna, Pacotone, un single Sibirari, Arelanda, Tigla Kazanga, and that's a single tone, Tumna, your now what. Rendia nimni sa so andi kabzana laner fanji chabe hu da ko homninga hantalon wa
la vendrning sembe point ren yam sene woto no nemti zimbonro zimbonro hamana ganji jilining las pour. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de faire une visite guidée des différents stands qui sont présentement sur le site donc, du FILEP. Et nous sommes en compagnie du vice-président du Conseil supérieur de la communication, M. Abdulaziz Bamogo, le directeur général de Savane Média, M. Abissi Chalmaï, également le PDG du groupe Savane Média, M. Aboubakar Adi Sidnaba. Nous allons donc profiter de l'occasion pour lancer un appel à tous ceux-là qui nous suivent. N'hésitez pas à effectuer le déplacement massivement du côté au siège du FESPACO pour donc visiter, parce qu'il y a également des prestations d'artistes. Bouba Ouedraogo, il y a un podium qui est juste derrière nous et chaque soir c'est l'occasion donc de faire des prestations artistiques. Il y a également la foire, nous avons des tenues, des chaussures, nous avons pas mal en tout cas de choses. N'hésitez pas à effectuer le déplacement pour donc aussi payer quelque chose. Et également dans un chapiteau à l'intérieur, nous réalisons des émissions. Le groupe Savane Média a décidé donc de mettre un studio en place pour faire des émissions, pour également promouvoir donc cette 9e édition du FILEP. Il faut également mentionner que le FILEP sera aussi l'occasion de décerner des prix dans plusieurs catégories, notamment des prix en radio, télé, presse en ligne et presse écrite. Pour la suite de cette émission, nous allons passer à la rubrique du jour. Et comme chaque mardi, la rubrique du jour, c'est la rubrique Un œil sur la société. Et nous sommes avec Serge Youssef Ouedraogo qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour Youssef et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être là. Alors Youssef, nous parlons aujourd'hui donc de l'utilisation du téléphone portable en circulation. Oui. Déjà pour commencer, quand on parle d'utilisation de téléphone portable en circulation, de quelle utilisation on parle ? Il faut dire déjà que vous savez que le phénomène est récurrent sur les différentes routes du Burkina Faso, particulièrement à Ouagadougou, où nous sommes. Et nous voyons chaque jour que les gens en circulant et utilisent les téléphones. Utiliser le téléphone portable, c'est quoi? C'est conduire son vélo ou bien sa voiture, être sur sa moto et vouloir décrocher son appel en circulation. Vous êtes dans le véhicule avec la main droite, le volant, et l'autre main gauche accrochée au téléphone. Exactement, comme à l'écran. Donc vous voyez que le fait de faire cela, vous n'êtes pas attentionné en circulation. Paf, quelque chose peut arriver parce que vous n'êtes pas concentré sur la circulation. Vu la circulation aussi qui est compliquée, votre attention est ailleurs. Excusez, il n'y a pas d'excuse dans ça. Quand il y a un problème, un accident, c'est un accident, il n'y a pas de problème. Donc quand on utilise le téléphone, c'est faire usage de son téléphone portable pendant qu'on roule, pendant qu'on circule. Que ce soit pour décrocher des appels, écrire des messages. Oui, tu sais qu'il y a des gens qui vont juste écrire des messages. Écrire des messages, là, c'est surtout les filles. Ouais, c'est... D'accord. Oui. Comme tu as dit, les filles. Oui, j'ai parcouru un peu la ville ces derniers temps pour voir. Ah souvent, oui, tu vois ça. Ouais. Souvent, je suis écurieux même quand je vois ça. Écrire des messages et prendre des photos. Souvent, je dis, hey, bon Dieu, toi, tu n'as pas peur de ta vie. Mais celui qui est devant, tu vas lui le cogner, poser. Non, pourtant, lui, il va doucement, il prend sa voix. Toi, comme tu n'es pas concentré sur ta moto, sur le volant, tu vas le percuter et puis il y a un problème. C'est dommage. Et qu'est-ce qui explique le fait que justement ces usagers sont obligés ou se sentent obligés d'utiliser le téléphone portable en circulation? Ils ne sont pas obligés, Moi, je me dis que le fait que cela se passe là, il faut signaler seulement c'est un déficit d'éducation. C'est un déficit d'éducation. Aussi, c'est un manque de connaissance du code de la route. D'autres connaissent. D'autres ne connaissent pas. La plupart ne connaissent pas parce que d'autres n'ont pas fait l'auto-école pour voir les différents paramètres du code de la route. Voilà. Et il faut dire aussi qu'il y a l'habitude aussi de ne pas être sanctionné. Sanctionner aussi l'image que vous avez vue tout de suite. Si un agent de la sécurité est à côté ou bien quelqu'un passe,
il arrête, il prend son véhicule pendant 2 semaines. Je pense que quand il va récupérer son véhicule, sa moto ne va pas plus faire. Mais devant, ils font ça, ils passent sans problème. Donc c'est devenu une habitude pour eux, ça devient à la limite du gébanfoutisme. Voilà. Et quand c'est devant, on va dire quoi? C'est du laxisme, c'est laisser aller. Voilà, c'est défier l'autorité. Donc, vous voyez que, on dit que la population burkinabé est vraiment, quand on dit compliqué, c'est dire. Je me dis qu'ils ne sont pas compliqués. Quand ils vont dans les différents pays où la loi, la rigueur, là, ils ne peuvent pas les faire, ils n'ont qu'à faire. Ils vont savoir que le Burkina Faso est différent de l'autre pays où ils sont venus. Mais ici, comme ils le font, on ne les dit rien, on ne les sanctionne pas, on ne les arrête pas. Donc ça devient une habitude et paf, comme vous êtes avec votre enfant et vous faites cela, l'enfant va copier, l'enfant copie, l'enfant imite rapidement. Donc vous voyez que c'est pas bon. C'est pas bon, il ne faut pas le faire. Parce que justement, utiliser donc le téléphone portable en circulation est considéré aussi comme un incivisme routier. Oui, c'est de l'incivisme routier. Voilà, on peut affirmer que ils ne sont pas civiques parce qu'il faut respecter la loi. Il y a une loi qui dit de ne pas utiliser. Voilà. Donc, parler de l'incivisme ici, au Burkina Faso aujourd'hui, n'est qu'une vérité. Parce que c'est un comportement aujourd'hui que nous voyons, nous constatons en circulation. Les gens utilisent le téléphone portable, ils font ce qu'ils veulent. Ce qui me cœur un peu souvent. Et tu vois l'image ici, ça veut dire que le jeune homme en fait a sa moto et il a le téléphone qu'il tient de la main gauche. Oui. Donc vous voyez cela. Le gars, l'agent, en tout cas, fait son boulot ici. Mais il interpelle, il arrête. Combien de personnes font cela? À tout moment, si on les interpelle comme ça, on prend les motos, on prend les véhicules, on prend les vélos. Youssef, il faut être aussi réaliste. On ne pourra pas arrêter tout le monde. Parce que c'est vrai, la police est là régulièrement, mais je pense que le changement doit venir de la population. La police a beau avoir la bonne volonté, c'est difficile d'arrêter, de percevoir tout le monde, parce que tout le monde passe en même temps. Oui, c'est vrai, on ne peut pas arrêter tout le monde. On peut faire, il y a des gens, ils ont un terme là, on peut rafler. On peut faire organiser une opération coup de poing. Cette zone, c'est aujourd'hui. Tout ce qu'on va voir avec les téléphones portables en circulation, en communication, on les arrête. Donc, on prend le téléphone, on prend le véhicule pendant 1 semaine, 2 semaines. Ils vont venir payer, récupérer. La semaine prochaine, on fait un front encore à Tampoui. On fait à Pissi, à Goumet. Les gens vont parler. Vraiment, actuellement là, ça va arriver dans l'oreille de tout le monde. Si vous utilisez votre téléphone portable en circulation, si on vous prend, vous avez des problèmes. Là, ça va diminuer et au fur et à mesure, ça fait partie de la sensibilisation. Parce que quand on dit qu'il faut sensibiliser, non, on sensibilise aussi avec une autre technique. D'accord. Alors Youssef, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'utiliser son téléphone portable en circulation, il y a des risques. Oui, beaucoup de risques. Le fait d'utiliser son téléphone portable, vous n'êtes pas attentionné, vous ne regardez pas devant. Pourtant, quand on conduit, on doit regarder devant pour voir qui vient, qui ne vient pas, et retrouver derrière qui vient. Souvent même, vous êtes... moi, une fois, je passais, et il y avait un véhicule. L'autre, on voulait laisser le passage à celui qui devait contourner. Mais celui qui venait derrière, qui ne suivait pas l'action, parce qu'il était en train de communiquer, il est venu percuter l'autre. Donc, vous voyez, mais s'il était attentionné, il n'avait pas son téléphone portable, il va voir qu'on veut céder le passage à l'autre. Voilà pourquoi la personne devant vous a ralenti. Mais si vous ne faites pas attention, vous percutez. Voilà. Et quand c'est comme ça, la suite c'est quoi? La suite, ça veut dire que quand vous utilisez votre téléphone portable en circulation, vous voulez décrocher après, vous voulez faire un SMS, les différentes techniques, il y a 3 fois le risque d'accident. Vous multipliez 3 fois le risque d'accident. Et quand il y a le risque d'accident, il y a quoi? Il y a perte, il y a des blessures. Si c'est les blessures, Dieu merci, qu'on pourra récupérer, mais si ce n'est pas les blessures, à cause de vous, en voulant décrocher votre portable, en voulant faire un SMS, en voulant écrire, il y a d'autres même qui écrivent, vous percutez quelqu'un et par malheur la personne part. C'est dommage. Tout au long de votre vie, ça va, votre conscience, si vous êtes vraiment consciencieux, ça va vous marquer. Bien Donc, sûr. évitez, il y a beaucoup d'accidents dans la circulation et l'utilisation du téléphone portable fait partie aussi de ça. Parce que quand vous utilisez, vous êtes distrait, vous n'êtes pas attentionné et vous êtes là
vous ne pensez qu'à celui qui vous appelle ou bien celui qui vous voulez appeler. C'est pas encore la ce qu'il circulation. vous a dit même souvent, parce Oui. que on sait qu'on peut décrocher des appels en circulation et puis perdre carrément le réseau, comme on le dit. Si on vous annonce une triste nouvelle ou une bonne nouvelle, ça peut jouer sur votre Non, équilibre surtout- en circulation. oui. La dernière fois, vers 2000, je passais un matin et je voyais une dame qui, elle au moins, on l'a appelée, elle a garé au bord de la route, elle a décroché et elle est en train de pleurer. C'est qu'on l'a annoncé une mauvaise nouvelle. Si elle n'était pas arrêtée et elle conduisait et puis elle pleurait, est-ce qu'elle voit devant encore? Est-ce que sa conscience même est sur la circulation? Paf, elle peut percuter quelqu'un et c'est un autre problème. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'exemples qu'on doit vraiment éviter par rapport à l'utilisation des téléphones portables en circulation. Et que dit justement le code de la route concernant l'utilisation du téléphone portable en circulation? J'ai toujours dit qu'il y a des lois, il y a des tests, mais l'application pose problème, surtout au Burkina Faso. On vote beaucoup de lois, ceci, cela, mais pour l'appliquer, c'est compliqué. Ce que dit le code sur l'utilisation du téléphone portable ici, le code dit ici, par rapport au décret 2003-418 presse PM MIT Sécurité DEF matinée du 12 août 2003 portant définition et répression des contraventions en matière de circulation routière, à son article 3 dit interdit aux conducteurs de bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclistes, les motos, les véhicules légers, les poids lourds, les transports en commun, de faire usage manuel du téléphone mobile ou tout appareil pendant la conduite. Donc, on ne doit pas faire usage. Quand on dit faire usage, c'est utiliser. On ne doit pas utiliser ton appareil mobile. Quand on dit mobile, c'est l'appareil de téléphone portable ou de tout appareil lors de la condition. C'est interdit, c'est formellement interdit par la loi. D'accord. Voilà le décret qui interdit l'utilisation du téléphone portable et de toutes choses en circulation. Et tout autre appareil. Oui. C'est bien de préciser parce que souvent il y a des gens qui utilisent des casques, qui utilisent des kits et qui se disent comme ce sont des écouteurs ou comme c'est un casque que j'ai mis, ça va. Pourtant ça aussi c'est interdit. Ça peut toujours vous déranger en circulation ou encore vous détourner de la circulation. Voilà, ou détourner votre conscience et ça peut justement jouer. Jouer sur vous. Quand vous n'êtes pas concentré en circulation, c'est dur. C'est compliqué. C'est comme quand tu prends la circulation et puis tu te mets à rêver, tu penses à beaucoup de choses. Ou bien quand il y a beaucoup de problèmes, là, tu te mets à penser aux problèmes. On a dit c'est mieux d'arriver avant de penser à tes problèmes, je sais pas, tes problèmes d'argent, à tes problèmes de famille. Ah, c'est mieux, c'est mieux. Alors, Youssef, quelle solution pour toi? Quelles sont les solutions que tu proposes pour éviter, pour peut-être conscientiser encore, sensibiliser les populations sur l'utilisation du téléphone portable en circulation? La solution ici qu'on peut donner, aujourd'hui, il faut dire qu'on doit vraiment mener une lutte vraiment sans complaisance par rapport à ce fléau de l'utilisation du téléphone portable. C'est vrai que les gens vont dire que nous sommes durs, il faut sanctionner, mais on a toujours dit pour aller un peu, il faut aller d'abord par la sensibilisation. Donc il faut sensibiliser la population burkinabé, surtout la population ouagalaise, qui est devenue vraiment grave. Et il faut les éduquer. Il faut les éduquer et il faut les former à tous les niveaux. Voilà, il faudrait que les routiers ici, à travers la sensibilisation là, s'arrêtent. Mais pour sensibiliser, il faut passer par des spots radio. Voilà, spot radio, vous faites des émissions, spot radio pour interpeller la population. Il faut aussi essayer des émissions audiovisuelles comme nous sommes en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre contribution. Nous interpellons la population burkinabé par rapport à ça, que c'est pas bon. Donc, c'est notre contribution aussi. Il faut verbaliser. Ça, c'est le terme des agents de sécurité. Il faut les verbaliser. Voilà, au feu tricolore, au rond-point, aux différents carrefours où les gens utilisent les téléphones portables en circulation. Comme l'agent l'a fait tout de suite. C'est vrai que la moto va rester. Parce que ici, il sera verbalisé, la contravention, parce que c'est interdit. Voilà, il faut aussi que les associations qui sont là, nous voulons faire ceci, cela. Voilà un phénomène qui est là. Vous devez vous engager par rapport à ça, en faisant des débats, des débats dans les différents quartiers et dans les différentes écoles, des lycées, pour interpeller la population que le fait d'utiliser le téléphone portable n'est pas bon.
Mais ne pas être là chaque fois, c'est pour on veut planter des arbres, il faut les planter, c'est bon. Mais aussi, il faut canaliser la lutte là aussi par rapport à certains points aussi, comme ce thème que nous développons, l'utilisation des téléphones portables. Voilà, parce que les gens vont où il y a les financements, ils ne vont pas où ils veulent travailler. Voilà, ça c'est du travail. Le fait de sensibiliser à travers des débats, des sports, peut-être que vous allez avoir quelque chose aussi qui va vous aider. Mais quand on dit venez prendre pour aller faire chose là, ça c'est rapide. D'autres créent les mouvements seulement pour aussi avoir quelque chose, remplir les poches. Mais ils ne créent pas les mouvements pour sensibiliser. Quand on parle des patriotes quoi, aujourd'hui quand on veut aller réellement, le patriote là c'est qui? Il y a combien de patriotes? Chacun vient seulement et avec sa structure ou bien on parle de Thomas Sankara. Et c'est Sankara, ce que les gens, je disais tout de suite à un collègue là, excusez, souvent laissez-le de Sankara. Il va bien dormir. Voilà, vous ne pouvez pas faire comme Sankara et vous l'utilisez chaque fois Sankara, non. C'est Sankara là, ce qu'il voulait là, que vous soyez là, vous n'avez pas voulu être. Donc aujourd'hui, il n'utilise pas son nom là pour autre chose. Alors Youssef, ça c'est un autre débat. On va revenir au sujet de l'utilisation du téléphone portable. Je sais que tu veux parler de l'incivisme routier en général ou de l'incivisme de certains Burkinabés. Oui. Alors Youssef, est-ce que quelque part aussi l'éducation ou la sensibilisation ne doit pas commencer par les parents à la maison? Tu as l'habitude de nous dire que en fait la base, la fondation de la maison qu'est l'homme, c'est justement à la maison parce que c'est ce que nos parents nous donnent aussi comme savoir, comme éducation. C'est ça qui nous transporte dans la société. Oui. Vous avez vu juste à la maison, entre papa, maman, les enfants, vous devez commencer à les sensibiliser, à les éduquer, à les parler de la circulation routière, à les parler de ce qui est interdit quand on circule. Vous voyez souvent aujourd'hui, la plupart des enfants, ils se disent que c'est pas notre temps, voilà, ça leur temps. Il y a les petits, les volontaires qui sont là, il y a d'autres même qui ne veulent même plus aller à vélo. C'est les volontaires que vous voyez des petits enfants qui circulent. Et il y a des parents aussi qui osent payer des portables pour ces enfants, et voilà, les petits portables pour pouvoir avoir les informations par rapport à les déplacements à l'école. Mais c'est bien. Mais avant de faire cela, il faut prendre le soin de lui dire voilà la voie que tu dois suivre, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Là, quand l'enfant prend ça, c'est bon. Parce que l'enfant écoute son papa à la maison. C'est vrai qu'il y a des enfants qui n'écoutent pas, mais la plupart des enfants écoutent. Transposer à l'école, l'éducateur aussi doit jouer son rôle. Voilà. Il y a l'éducation civique et morale. On parle du code de la route là-bas. On parle de la code de la route là-bas. L'enseignant doit enseigner ça du CP1 au CM2, de la 6e en 3e, même à l'université, on doit toujours enseigner ça. Voilà. Par rapport à la circulation routière. Tout ça, ensemble, je pense qu'on aura des citoyens quand même qui vont comprendre. Parce que d'autres n'ont pas encore compris. Eux, on ne peut plus les rattraper. Malgré la sensibilisation, l'éducation, ils vont t'insulter. Mais ceux quand même qui sont en train de venir là, il faut qu'on les récupère pour ne pas que vraiment... la bonne graine. Voilà, la bonne graine, il faut qu'on les récupère pour ne pas que ça soit comme d'autres qui ont déjà dépassé les limites, les bornes, comme on aime le dire. Alors, Youssef et l'autorité dans tout ça? L'autorité ici doit jouer son rôle. Quand vous êtes autorité, vous êtes autorité. Vous avez dit que vous avez voté une loi, c'est passé à l'Assemblée, les députés ont voté, et vous avez pris la loi, donc vous devez vous appuyer sur la loi pour réglementer la circulation routière par rapport à l'utilisation du téléphone portable. Il faut, à un moment donné là, on laisse la sensibilisation et on sanctionne. Et on sanctionne. Voilà. Faut pas que moi qui suis là, avec mon téléphone, on m'arrête, j'appelle un ami que je connais qui est ok, il n'y a pas de problème. Qui est dans la police. Voilà. Il vient, il négocie, moi je passe, demain là, je vais faire la même chose. Mais ok, c'est leur travail. Moi je peux rien faire pour toi. Là, il va savoir que j'ai fait une faute, j'ai commis une infraction, donc je dois répondre aux actes que j'ai
pu commettre. Il faut sanctionner. Il faut sanctionner. D'accord. On aurait noté, on aurait compris, Youssef, ce thème que tu as voulu aborder avec nous, notamment l'utilisation du téléphone portable en circulation. On a su, c'est interdit et puis justement, on en parle tout le temps. Et je pense que les policiers aussi sont toujours en train d'interpeller, rappeler, en tout cas, interpeller ceux qui utilisent leur téléphone portable en circulation. Mais je pense que ça va changer certainement et puis voilà, ça va changer. On espère que ça va changer parce que c'est pas facile. Voilà, parce que si ça ne change pas, ça va nous emporter tous. Merci à toi, Karan Samba. On va se donner rendez-vous mardi prochain. Si Dieu le veut. Inch'Allah, Dieu le voudra. Amen. Mardi avec un autre thème. Oui. En attendant, tu restes avec nous. Je vous propose de revenir sur la rubrique à la découverte 2. Nous allons vous proposer d'écouter aussi à nouveau l'interview ou le témoignage de Sœur Cécilda que nous avons proposé en début d'émission. Mais en attendant, je vous donne quelques informations encore sur l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Youssef, tu connais bien l'orphelinat, hein? Oui. Le Père au Sésame. Oui, je passe souvent prendre quand je vais à Lumbila. Ou à Zignari. D'accord. La dernière fois que j'ai mangé le pain au sésame, c'était en octobre, quand M. Nikema avait atelier à Lumbila. De retour, là, justement, il ramenait le pain au sésame. Merci à toi, Karan Samba. Et puis voilà, je te donne quelques informations sur l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Alors, rappelons justement que pour aller justement à cet orphelinat, il faut aller à 18 km au nord-est de Ouagadougou sur la route nationale numéro 3. Rappelons que cet orphelinat a été fondé au Burkina par les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, c'était en 1995. Alors, ce centre fonctionne principalement grâce aux dons de personnes de bonne volonté physique et morale, selon la présidente de l'association des Voix de l'Espérance. Ces dons viennent de partout au Burkina et au-delà même des frontières. Cette aide n'étant toujours pas suffisante, les activités d'autoprise en charge ont été initiées par les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Ces activités sont entre autres l'élevage de bovins, de caprins et de volailles, la culture également de spiruline, le maraîchage et la gestion d'une pizzeria dont la boulangerie qui est la principale source de revenus. La boulangerie participe beaucoup au financement de l'enseignement à l'école de l'orphelinat. Concernant cette boulangerie, elle est connue pour son sésame, son pain au sésame du moins, c'est beaucoup prisé par les citadins, en particulier ceux de Ouagadougou. L'objectif principal de cet orphelinat est d'accueillir, éduquer et former des enfants orphelins ou déshérités afin de faciliter leur insertion dans la société. L'orphelinat rend ces enfants autonomes et responsables pour leur vie future. Depuis la création, il a reçu 600 enfants dans son espace de 13 hectares, dont une petite partie seulement est exploitée. L'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila a célébré 25 ans d'existence les 17 et 18 octobre 2020. C'était en 2020, donc aujourd'hui, l'orphelinat a 26 ans précisément. Alors, en début d'émission, vous avez pu écouter le témoignage de Sœur Cécilda qui a été interrogée par Abdoulaye Kinda. Ces images aussi ont été ramenées par Abdoulaye Kinda depuis Lumbila, à qui nous disons merci, et nous disons merci aussi à toutes ces sœurs de Lumbila, de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila. Alors, c'est ici qu'on va se dire au revoir puisque c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, merci de votre fidélité à l'émission Bonjour le Faso et rendez-vous demain, mercredi, pour d'autres aventures. Portez-vous bien et on se dit excuse.